Corps. Corps. Corps à corps. Alors, c'est un sujet absolument fondamental et que je suis heureuse d'aborder aujourd'hui avec Éric Denessé et Régis Le Sommier. On avait cru remarquer que les Américains jouaient plutôt la pédale douce. D'ailleurs, c'était les dernières analyses qu'on avait pu faire ici à cette antenne, la pédale douce sur la guerre en Ukraine. Eh bien, le ton européen remonte soudainement, on va dire. Déjà samedi, au Salon de l'Agriculture, on pouvait s'étonner de cette sortie internationale d'Emmanuel Macron au ton plus que guerrier. Je vous rappelle, donc Emmanuel Macron interrogé sur TF1, donc samedi 24 février. Écoutez-le. On va retrouver Emmanuel Macron. Mais que maintenant, elle a décidé de nous attaquer nous-mêmes. Et donc, on doit accepter aussi de mener des actions nouvelles. C'est ça dont on va parler lundi. Vous êtes sûr qu'ils ne sont pas en train de gagner en Ukraine, les Russes ? Non, aujourd'hui, je peux pas... Très résolument. Il y a 2 ans, jour pour jour, j'étais dans le salon, aux côtés de nos agriculteurs. Vous êtes parti très tôt, justement. Bah, évidemment, j'avais passé la nuit au téléphone. On a agi toute la journée. Mais il y a 2 ans, jour pour jour, le président russe disait « Je mène une opération spéciale, dans 3 semaines, c'est fini ». Bon, c'est pas le cas. Il y a 2 ans, il n'imaginait pas que la Suède et la Finlande allaient rejoindre l'OTAN. Ce sera ratifié lundi pour la Suède et c'est déjà fait pour la Finlande. Militairement, il est en train de gagner, Vladimir Poutine. Et les pertes sont à peu près similaires d'un côté et de l'autre et il n'a pas avancé. Ça n'est pas vrai. Les positions sont en train de se figer. Simplement, stratégiquement, on voit bien qu'avec le temps, l'Ukraine ayant des ressources limitées, nous on doit renforcer les munitions, les ressources militaires, ce qu'on envoie, mais on doit aussi réfléchir à comment on gère cet effort dans le temps et comment on s'assure que la Russie ne gagnera pas. Voilà, et puis alors, les choses ont vraiment commencé à chauffer hier, d'abord lors de la conférence internationale de soutien à l'Ukraine, conférence de presse où Emmanuel Macron a annoncé qu'il n'excluait pas d'envoyer des hommes de manière dynamique, dit-il, sur le front ukrainien. Écoutez ça. Sur la première question, tout a été évoqué ce soir de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Je le dis ici avec à la fois détermination, mais aussi avec l'humilité collective que nous devons avoir quand on regarde les 2 années qui viennent de s'écouler. Beaucoup de gens qui disent « jamais, jamais aujourd'hui » étaient les mêmes qui disaient « jamais, jamais des tanks », « jamais, jamais des avions »,« jamais, jamais des missiles de longue portée »,« jamais, jamais ceci » il y a 2 ans. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, beaucoup autour de cette table disaient on n'a pas la fin de la phrase, c'est pas grave. Et puis alors, dernière conférence de presse, cette fois-ci depuis l'Elysée hier, c'était à la sortie de cette conférence de presse donnée en soutien à l'Ukraine. Donc depuis l'Elysée, Emmanuel Macron prend de nouveau la parole concernant la Russie. La Russie peut attaquer les pays européens. Voilà ce que dit Emmanuel Macron, écoutez. Et en parallèle, j'ai pu noter qu'à peu près tous les pays représentés autour de cette table ont pu dire à travers la voix de leurs dirigeants ou de leurs ministres, ou d'éminentes personnalités, comme d'ailleurs beaucoup des organisations internationales auxquelles nous prenons part, ont pu dire que le consensus, l'analyse collective était que d'ici à quelques années, il fallait s'apprêter à ce que la Russie attaque les 10 pays. Et donc, très clairement, la lucidité est là, et le constat collectif est que, au fond, notre sécurité à tous est aujourd'hui en jeu. Voilà, il faut s'attendre à ce que la Russie attaque les 10 pays. Voilà ce que dit Emmanuel Macron. Alors, d'abord, c'est très inquiétant ce qu'on a pu entendre hier. Et comment expliquer soudainement ce regain de ton guerrier alors qu'on avait plutôt l'impression que les choses se calmaient. Je suis très très heureuse de recevoir Éric Denessé. Bonjour Éric Denessé. Bonjour. Et merci, vous êtes notre chroniqueur du mardi et là on vous a demandé de rester plus longtemps parce que c'est vraiment fondamental de prendre le temps de parler de ce qui se passe. Je rappelle que vous êtes directeur du CFDR, donc le Centre français de recherche sur le renseignement et auteur notamment de vous avez dirigé la rédaction de cet ouvrage collectif Ukraine, la guerre américaine, toujours aux éditions CF2R. Et puis nous sommes avec Régis Le Sommier. Bonjour Régis. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup également d'être avec nous ici en studio. Vous êtes directeur de la publication d'Omerta
d'Omerta, auteur notamment de cet ouvrage Jusqu'au dernier Ukrainien chez Max Milo. Et pouvez-vous nous rappeler la dernière le dernier numéro d'Omerta ? Oui, un dernier numéro d'Omerta qui est sorti il y a 2 semaines, qui s'appelle La guerre des mondes, donc titre un peu prémonitoire parce qu'on voit qu'on s'en rapproche. Et on voyait d'ailleurs sur cette une, on voit encore sur cette une, Joe Biden face à Vladimir Poutine autour d'un échiquier. Voilà. Eh bien, l'échiquier, justement, on va tenter de le comprendre aujourd'hui. Éric de Nessé, je vous donne en premier la parole sur ce ton soudain particulièrement menaçant d'Emmanuel Macron. Oui, alors je suis toujours gêné en tant qu'analyste parce qu'en règle générale, on s'interdit de parler des questions politiques, mais là, je crois qu'il faut être très clair. On est rentré dans une sorte de délire absolument incroyable du chef de l'État, si on doit encore lui donner ce nom. Alors, il y a 2 explications possibles, bien sûr. La première, c'est que on a affaire là, avec tous les dirigeants européens, à un petit groupe d'individus qui sont nourris aux mêmes informations, je dirais, et qui vivent dans l'entre-soi depuis maintenant plus de 2 ans et qui sont totalement, je dirais, fascinés par ce qui se passe en Ukraine et donc qui ont pris des options qui sont systématiquement plus mauvaises les unes après les autres. Donc il y a effectivement une espèce de phobie, de cécité, d'obsession qui s'est installée et avec un déni de la réalité qui est absolument incroyable, en dépit de ce que apportent non seulement leurs services de renseignement, mais aussi toute une série d'experts militaires qui appartiennent aux forces armées ou qui sont à l'extérieur. Et puis, le deuxième aspect que, bien sûr, je n'écarte pas, c'est qu'on observe que la totalité de ces dirigeants, et notamment c'est le cas en France, en Allemagne en particulier, sont soumis à de fortes pressions intérieures, notamment avec des manifestations d'agriculteurs. Et cette escalade verbale peut-être aussi servir de diversion à des situations politiques qu'ils ont du mal à gérer. Voilà, l'un n'excluant pas l'autre par ailleurs. Bon, alors on va revenir sur tout ce que vous avez dit, mais il me semble justement, Régis Le Sommier, que c'était aussi votre analyse, c'est-à-dire de se dire, mais je trouve ça très léger malgré tout, de la part d'un chef d'État de se servir de la situation internationale et de tendre une situation internationale pour régler cette pression intérieure qu'il pourrait vivre, mais vous considérez que c'est potentiellement une analyse également. Je pense qu'il y a un effet de contre-feu souhaité par Emmanuel Macron, c'est-à-dire de déplacer le problème après l'épisode calamiteux de ce week-end au Salon de l'Agriculture. Donc, il y a, tous unis derrière le drapeau, on connaît l'effet unificateur du drapeau. C'est assez classique, ça fait, dans l'histoire, les exemples sont nombreux de chefs d'État qui veulent justement briller à l'international parce qu'ils ne sont pas capables de résoudre des problèmes intérieurs. Moi, ce que je noterais en dehors de ça, qui est, je pense, un corollaire, qui n'est pas non plus l'axe principal, c'est que il y a chez Emmanuel Macron une véritable contradiction. C'est-à-dire que cette contradiction, elle est partagée souvent par ces analystes qu'on voit sur les plateaux télé, c'est-à-dire que la Russie, alors nous dit-il, n'avance pas. Tous les experts militaires s'accordent à dire aujourd'hui que la Russie avance. Elle n'avance pas de façon spectaculaire, mais elle a repris Avdiivka. Depuis, il y a 4 villages qui ont été repris. Enfin, si vous voulez, il y a des kilomètres carrés qui ont été repris, même si ce n'est pas une poussée majeure. Mais en tout cas, le front n'est pas figé actuellement. Il est dans tous les domaines, que ce soit au nord de Bakhmout, Kupiansk, du côté de Robotine au sud, et évidemment à l'ouest d'Avdiivka, où les avancées sont les plus significatives. Le front n'est pas figé et il est à l'avantage des Russes. Donc, que Emmanuel Macron nous dise ça, il ment. En tout cas, ce n'est pas la réalité que la plupart des experts constatent. Mais ce qui est contradictoire, et c'est pas le seul, il n'y a pas que le président de la République qui dit ça, c'est que la Russie serait... le front serait figé, elle n'avancerait pas, etc. Et en même temps, elle menace et elle va attaquer 10 pays. Voilà, c'est-à-dire en Ukraine, non, on fait en sorte que le front est gelé et la Russie n'avance pas. Et il y a toujours cette espèce de contradiction. Vous vous souvenez, il y a eu des mots quand même pendant ces 2 ans qui ont été prononcés par des experts de plateau télé, des généraux à la retraite, disant que la Russie était en voie de décomposition, que son armée était... que les soldats avaient un fusil pour 2, etc.
Et en fait, mais quand même, dans le même temps, on nous expliquait que cette Russie allait envahir la Pologne, la Roumanie et les pays baltes. Donc voilà, la contradiction principale, elle est là. Il faut savoir si la Russie est un danger ou si elle est en voie de déliquescence. Oui. Et Dans leur propre discours, là. On n'a toujours pas tranché. Toujours est-il que effectivement, c'est comment, il y a une sorte de récurrence dans le vocabulaire guerrier, c'est-à-dire on voit que voilà, il y a des choses quand même très inquiétantes. Enfin, je veux dire, les propos d'Emmanuel Macron hier, je ne sais pas si on va y revenir parce que a inquiété sa population. Oui. En tout cas, on n'a pas analysé cette phrase assez étrange de dire alors certes, on ne va pas envoyer des hommes de manière endossée, etc. Mais pourquoi pas de manière dynamique sur le front ukrainien. Est-ce que, Éric de Nessé, déjà, ça vous parle, je sais pas, cette sortie, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a déjà du jargon macronesque qui est toujours difficile à décrypter, mais effectivement, ça laisse sous-entendre les opérations clandestines. Immédiatement, c'est ce à quoi l'on pense. Des bruits ont circulé ces derniers jours sur la présence de membres de la DGSE jusqu'en Russie. Alors, je n'y crois pas un instant parce que ce serait totalement irresponsable. Ce serait lancer une action offensive délibérée contre la Russie. Et donc, voilà, c'est la chose à laquelle on pense. On sait bien sûr que Britanniques, Américains sont très présents sur place. Est-ce que c'est envoyer un certain nombre de militaires en détachement, comme s'ils étaient des individus civils, participer aux côtés des Ukrainiens en combat, comme le font les Polonais, qui ont plusieurs dizaines de milliers d'hommes qui ont participé aux côtés de l'armée ukrainienne. Donc tout ça est très difficile à déterminer. Oui. Il y a un élément qui est sûr quand même qu'il faut rappeler, et ça c'est important en tout cas dans l'argumentation présidentielle, ce sont des actes d'hostilité que la Russie a menés contre nous depuis la crise du 7 octobre en lançant des opérations de déstabilisation. Alors je crois qu'elles sont indéniables, la DGSI en témoigne. Maintenant, et il faut lutter contre de la manière la plus énergique qui soit. Maintenant, il faut essayer de se poser la question d'où vient cette hostilité de la Russie à notre égard et mesurer à quel point nous l'avons provoquée. Donc il faut la prendre comme une réaction contre les actions d'hostilité que nous menons à l'égard de Moscou, contre le fait que nous soutenons de manière majeure une armée ukrainienne. Et donc, il est malheureusement pas surprenant que Moscou réagisse. Encore une fois, il faut qu'on se défende contre ces agressions, mais en même temps, nous en sommes très largement responsables. Alors on va revenir justement à cette responsabilité, et notamment là, dernièrement, il y a cette ratification de l'entrée de la Suède dans l'OTAN. Et puis évidemment, tout ce qui s'est passé avant et l'engagement, le pacte de sécurité France-Ukraine et puis tous les autres au niveau européen qui ont suivi. Donc autant à chaque fois de provocation, on peut dire, vis-à-vis de la Russie. Éric de Nessy. Oui, tout à fait. On a parlé des provocations américaines au début de ce conflit qui ont poussé au déclenchement de l'opération spéciale. Mais quand on regarde l'historique des relations entre la France et la Russie depuis la fin de la guerre froide, il faut rappeler que non seulement nous avons soutenu, même si nous n'avons pas été les plus virulents, le coup d'État de 2014. Ensuite, nous, sous pression américaine, nous avons refusé de vendre les porte-hélicoptères Mistral à la Russie, alors qu'il y avait un contrat en bonne et due forme. Ensuite, nous avons contribué à la non-application des accords de Minsk. Et puis, bien sûr, depuis 2022, nous sommes en permanence parmi les soutiens de l'Ukraine, même s'il faut dire aussi, nous sommes probablement l'un des plus petits donateurs. Je verrai là au moins une bonne nouvelle, mais malgré tout, nous contribuons directement au combat contre Moscou. Puis le dernier point, même si ça reste verbal, il faut noter que le président de la République française est de plus en plus virulent contre Moscou, et ça, évidemment, ça ne cesse d'exaspérer les dirigeants russes. Oui, alors il y a aussi autre chose en étant virulent, puisque vous parliez, Régis Le Sommier, de cette compréhension de la situation internationale au stade national également. Est-ce que ça permet aussi de faire contre-feu? Il y a d'autres contre-feux intéressants qui arrivent, c'est que, évidemment, parler à chaque fois de l'ingérence russe permet également, en tout cas, de reprendre le contrôle de certains réseaux qui pourraient être des réseaux d'opposition à Emmanuel Macron. On a vu les chaînes Telegram qui ont été censurées par Viginum. Et on voit que finalement, petit à petit, cette petite musique de l'ingérence russe permet en tout cas à Emmanuel Macron de mieux tenir, on va dire, les rangs au niveau national et d'éviter toute opposition également incontrôlable de son côté.
Oui, quand on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il a la gale, quoi. Là, en gros, la On dit gale, qu'il est c'est russe, oui. il est russe Pro-russe, ou oui. il est pro-russe ou il est Mm. et le concept est assez vaste et assez difficile à définir pour pouvoir justement jeter l'anathème sur tel ou tel. Bon, c'est des techniques assez classiques et en effet, on sent qu'il y a quand même une sorte de durcissement à ce niveau-là. Et il y a une forme de prise, je dirais, d'attitude en tout cas générale et comme vous dites, une petite musique qui est un peu inquiétante. Petite musique aussi qui s'élargit dans le domaine de la liberté d'expression Tout à fait. aussi. Il n'y a pas que la question russe. On Bien voit sûr. ce qui s'est passé avec CNews et Oui. il y a quand même là aussi une forte... Et l'article 4 sur les voilà. dérives sectaires, il y a Viginum, Mais- il y a autant d'actualités qui font que petit à petit, Bien on a sûr. l'impression qu'il y a une mainmise sur Mais je pense cette que libre expression. c'est une mainmise aussi dans un but électoraliste. C'est-à-dire que il y a, donc on est à 3 ans de la présidentielle. On sent bien avec ce qui s'est passé au Salon de l'Agriculture, quand on voit le tapis rouge déroulé à Jordan Bardella le lendemain de la visite d'un président complètement cornaqué par Oui. 6 compagnies de CRS et de gendarmes mobiles, à peu près 1000 hommes qui sont venus Ouais. assurer la sécurité du président pour ce salon. Et le lendemain, vous avez un leader du RN qui déambule dans les travées sans problème, qui est accueilli par tout le monde. Donc là, vous sentez quand même qu'il est en train de se produire autour de cet événement, le Salon de l'Agriculture, la configuration du combat des prochaines années. Et vous regardez, par exemple, la campagne dirigée par l'un des porte-parole de l'Élysée qui s'appelle Loïc Signor, ancien de CNews, je précise, qui communique sur les réseaux sociaux en disant nous sommes les Européens, il faut davantage d'Europe, etc. Enfin, qui est le mantra d'Emmanuel Macron. Jordan Bardella et Marine Le Pen servent les intérêts de Donald Trump et de Vladimir Poutine. Voilà, on en est là. Mais ça explique bien que cette guerre aussi en Ukraine est instrumentalisée pour montrer que l'adversaire est soupçonné. Alors évidemment, avec Marine Le Pen, on va lui reprocher éternellement son prêt à une banque russe. Et donc, ça va être aussi utilisé. Et c'est le slogan principal pour les prochaines européennes. Donc, vous vous rendez compte. Donc, Alors, on en slogan est... qu'on peut voilà. casser immédiatement avec ce qu'on a entendu avec Fabien Bouglet qui nous a quand même fait des révélations assez intéressantes. Le fait que Pascal Canfin, l'ancien dirigeant de WWF, qui est donc en tout cas a priori bien placé sur la liste Renaissance des européennes, et bien Pascal Canfin, WWF avait des liens avec Gazprom. Et donc là, on se dit finalement les liens qu'on nous révèle tous les jours, pro-russes, etc., et les lobbies sont peut-être ailleurs que là où on les accuse. C'est Oui, intéressant. je crois que là effectivement, il y a eu une sorte il y a eu quelques-uns comme ça, comme François Fillon ou d'autres, qui ont payé de leur proximité supposée avec la Russie. Puis il y en a d'autres qui sont passés largement à travers les mailles du filet. Donc le problème, c'est que tout le monde a eu des rapports avec la Russie à un moment ou à un autre, à l'époque de Sarkozy, à l'époque de Mitterrand. Voilà. Mais il y a ceux qu'on fait payer. Voilà, et on essaye justement de se dédouaner ou d'apparaître comme plus blanc que blanc, alors qu'en fait, tout le monde a quelque chose à se reprocher. Voilà. Éric Nessé, sur ce sujet-là, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Après, je voulais vous demander où on était vraiment sur le front, puisque pareil, je vous ai passé tout de suite un extrait d'Emmanuel Macron, justement à la sortie du Salon de l'Agriculture, bien répété à la question de TF1, bien dire non, Poutine n'est pas en train de gagner, contrairement à la question de TF1. Non, les pertes sont similaires des deux côtés. Alors, je voudrais qu'on fasse quand même un point véritablement sur ce qui se passe sur le front, mais d'abord sur cette histoire donc de contrôle de la liberté des réseaux, des médias. Est-ce que c'est un moyen de contrôle également d'accuser d'ingérence russe de tous les médias qui pourraient être des médias d'opposition, médias ou paroles d'opposition? Oui, rapidement, parce que j'adhère aux propos de Régis Sommier et je suis en plein accord avec ce qu'il dit. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que quand on voit le durcissement sur les différents sujets, et d'ailleurs ça peut remonter au Covid, encore une fois, sans rentrer dans le débat
sur le sujet, c'est qu'on est en train de museler véritablement non seulement l'opposition, les oppositions politiques, mais petit à petit plane cette menace un jour pour des centaines d'experts, des journalistes, des universitaires, des commentateurs, le fait d'être poursuivis en justice comme étant des agents d'influence étrangère, parce que nous tiendrions peut-être un discours qui est à l'opposé de celui je dirais, de la classe du gouvernement et de l'Élysée. Donc ça, c'est quelque chose d'inquiétant. Ça ne doit pas conduire à l'autocensure, mais nous regardons ça parce que nous voyons de plus en Oui, plus oui. cette perspective se dessiner. Et, Voilà, et alors, ça- oui, alors allez-y sur le deuxième. Non, je voulais juste faire oui, une précision et dire que c'était là où c'était intéressant d'avoir des médias indépendants tels que Toxin, Régis absolument. Sommier qui est à Omerta et d'autres qui tentent de parler en dehors des financements étatiques, etc. Pour le moment, ça reste encore une protection pour nous. Ça nous permet de pouvoir dire ce qu'on pense. Après, on va voir si on nous coupe complètement les flux, mais ça, ce sera un autre sujet. C'est une des vraies questions. Mm. Alors maintenant, sur le front militaire, alors encore une fois, effectivement, le front n'est pas totalement immobilisé, comme on tend à le faire croire. Alors pour plusieurs raisons. D'abord parce que on ne cesse de marteler depuis 2 ans que les Russes veulent envahir l'Ukraine, ce qui est bien sûr une idée totalement fausse, et que leur objectif, et ils le savent très bien, c'est uniquement de reprendre le contrôle d'un certain nombre de régions qui sont peuplées par des russophones, qui, après avoir demandé uniquement une forme d'autonomie, se sont maintenant ont maintenant rejoint la Russie. Sur la totalité du front, on voit comment les Russes passent une grande partie de leur temps à détruire les contre-offensives ukrainiennes qui sont lancées contre eux, et puis à reprendre du terrain quelques temps après. La question qu'on se pose, c'est va-t-il y avoir une grande offensive au printemps prochain lorsque le terrain le permettra. Pour l'instant, nul ne le sait, mais en tout cas, le front n'est absolument pas bloqué. La Russie ne perd pas. Alors, certes, il faut le redire, le Blitzkrieg qui avait été lancé il y a 2 ans n'a pas fonctionné totalement. Oui. Ça, c'est une réalité. Maintenant, il faut aussi dire que les Russes avaient totalement réussi la première phase de leur opération, puisque en scindant leur offensive sur 2 axes, d'une manière opérative et en lançant notamment une action autour de Kiev, ils avaient totalement immobilisé les forces ukrainiennes, les poussant à des négociations qui étaient à 2 doigts d'aboutir fin mars, raison pour laquelle ils ont rapatrié les forces qui se trouvaient autour de Kiev. Donc, Oui. si les choses avaient été signées en l'état le 30 mars 2022, eh bien, on peut dire que le Blitzkrieg russe aurait réussi. Et quand Oui. Poutine disait que cette opération est partie pour durer 3 semaines, eh bien, il ne se serait trompé que de 2 ou 3 semaines Oui, sur ça son c'est agenda. l'une des nouvelles, enfin pas nouvelle révélation, parce que ceux qui avaient analysé avaient déjà pu constater la raison de ce retrait russe, mais en effet c'est une des explications de Vladimir Poutine au micro de Tucker Carlson notamment. Et c'est vrai qu'il est intéressant d'entendre parfois d'autres sons de cloche à ce sujet. Alors je voudrais aussi vous demander, Éric de Nessé, puis ensuite Régis Sommier, concernant la position américaine, puisque ces derniers temps justement on voyait plutôt les États-Unis plutôt sur le frein sur cette question de guerre en Ukraine. Alors là, comment les États-Unis réagissent à ces changements de ton européens? Alors, pour l'instant, les États-Unis sont d'abord et surtout englués dans leurs problèmes internes, et notamment dans la campagne des primaires qui s'annonce. Les démocrates sont extrêmement déstabilisés puisqu'ils n'ont pas de véritable candidat. Ce n'est bien sûr Joe Biden, dont on n'est même pas sûr qu'il se présentera. Kamala Harris, qui elle-même est loin, très très loin de faire l'unanimité au sein du Parti démocrate. Diverses tentatives pour rallier à leur cause des républicains anti-Trump, mais aussi se poser la question de est-ce qu'on joue la carte Michelle Obama. Donc l'essentiel des préoccupations américaines tourne autour de ces questions-là, mais aussi de ce qui se passe au Proche-Orient, à Gaza et en mer Rouge. Donc l'Ukraine est passée vraiment au deuxième, si ce n'est au troisième rang des priorités, sauf pour un petit noyau de néoconservateurs, parmi lesquels bien sûr Victoria Nuland, Jack Sullivan, Kirby et quelques autres, et bien sûr Anthony Blinken, qui eux continuent à pousser vraiment de manière extrêmement énergique, mais pour l'instant sans résultat. Le Congrès a signé, c'est une nouvelle aide à l'Ukraine, mais qui également font une pression terrible sur les Européens pour que les Européens se substituent à cette aide que eux n'arrivent pas à faire débloquer aux États-Unis.
Oui, ce qui pourrait peut-être expliquer aussi ce changement de ton, je ne sais pas. Régis Sommier, quelle est votre analyse concernant ce qui se passe aux États-Unis? Et puis peut-être aussi, devons-nous nous pencher pour mieux comprendre le tableau de manière générale sur eh bien, les dernières actualités. Bon, on sait que Julian Assange peut être extradé aux États-Unis. En même temps, Navalny décède dans sa prison lointaine en Russie. Est-ce que tout ça fait partie du tableau général de compréhension de cette Du point de vue tension? américain, Oui. non, je crois que enfin, je souscris à ce que vient de dire Eric de Nessé. C'est les problèmes internes américains, c'est toujours America's first de toute façon. Et même qu'on soit démocrate ou républicain, on cherche d'abord à son intérêt. Et aujourd'hui, l'intérêt n'est pas justement de développer et d'aller vers une fuite en avant en Ukraine. Je prendrai un exemple assez caractéristique qui est le sénateur de Caroline du Nord, Lindsey Graham, qui était un des plus farouches. C'est lui qui avait dit jusqu'au dernier Ukrainien, qui est le votre citation de votre livre. Voilà, et qui lui a fait complètement machine arrière. Vous l'entendez plus du tout sur l'Ukraine. Il ne reste en effet que des néoconservateurs qui sont dans une philosophie un peu différente de la politique américaine classique et qui, eux, continuent à pousser. Mais si vous voulez, d'un point de vue, voilà, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est Trump, mais contre qui et les problèmes intérieurs sont liés aussi aux questions migratoires, sont liés aux questions de drogue. Il y a quand même beaucoup de problèmes qui secouent l'Amérique aujourd'hui, qui font que l'Ukraine passe au second plan. Mais vous savez, déjà l'année dernière, moi je me souviens, j'étais aux États-Unis, j'étais en Californie au moment du premier anniversaire de la guerre en Ukraine. Et j'étais surpris parce que j'ai vécu aux États-Unis longtemps, et pendant la guerre en Irak, vous n'aviez pas, les anniversaires étaient commémorés, enfin il y avait, et vous aviez, l'Amérique parlait de cette guerre. J'ai passé une semaine, la semaine du 24 février, je n'ai quasiment sur les médias locaux pas entendu parler de la guerre en Ukraine. Aucun drapeau ukrainien, contrairement à chez nous. Guerre, non, c'est pas ça, c'est-à-dire qu'elle n'intéresse pas les gens. Les Américains ne se sentent pas concernés parce qu'il n'y a pas de peut-être même boots on the ground. Aussi aux Américains et que du coup c'est pas forcément favorable électoralement. Alors, quand ça leur plaît, si vous voulez, moi je suis intéressé par les propos, par exemple, j'ai cité Lindsey Graham, mais Mitt Romney, qui était sénateur républicain, avait un peu la même attitude. Ça veut dire, oui, on faisait cette guerre, ça fait marcher l'industrie militaro-industrielle, le fameux complexe militaro-industriel américain, ça nous rapporte beaucoup d'argent et c'est un investissement moindre parce que on ne perd pas de soldats. Donc en fait, il le considère d'un point de vue uniquement économique. Cynique. Et d'un point de vue géopolitique, ça permet d'affaiblir la Russie, enfin en tout cas pense-t-il d'affaiblir la Russie. Je pense qu'aujourd'hui, sur cette question d'affaiblir la Russie, quand on voit l'intensité, moi je viens de passer 2 semaines sur le front de Bakhmout dans le Donbass, l'intensité de cette guerre et la façon dont elle est menée par les Russes et par les Ukrainiens, parce qu'il y a la composante, vous savez, drone, qui est incroyable. D'ailleurs, le premier tank américain, Abraham M1A1, a été détruit par un drone russe hier. Donc vous savez, quand il y a eu l'introduction des léopards, ça a été la chasse aux léopards. Là, ça va être maintenant la chasse aux Abrams, aux Abrams américains. Donc le premier a été détruit. Et si vous voulez, il y a une composante, justement, qu'aucune armée au monde n'a eu, c'est-à-dire l'utilisation justement de l'artillerie, des moyens classiques d'une guerre, avec cette dimension des drones. Et les Russes ont atteint une expérience, ont appris d'ailleurs de beaucoup de leurs échecs au début, ont su s'adapter, les Ukrainiens aussi. Et on est dans une guerre qu'aucune armée n'a jamais menée, une guerre ultra moderne, avec des éléments archaïques qui ressemblent à la Première Guerre mondiale, avec des tranchées infectes, avec des rats où vous dormez dans des endroits absolument immondes, à moins 30, voilà, des duels d'artillerie permanents, parce que c'est essentiellement, il faut le rappeler, une guerre d'artillerie, et puis cette composante électronique qui permet de surveiller, et la moindre erreur peut être fatale. Et donc, je précise qu'on le voit dans les images de votre reportage, vous êtes survolé comme ça par un drone, qui vous a FPV, que vous avez échappé de peu. Ouais, exactement. Mais donc ça c'est le soldat de base, l'équipage du tank, n'importe quel endroit du front est observé, scruté en permanence. Donc cette guerre-là et ce type de guerre-là, c'est une expérience incroyable qu'acquièrent les Russes, que n'ont pas les Américains, que n'ont pas les Français. Nous n'avons su mener, j'entends Emmanuel Macron dire on va peut-être amener des troupes
sur le champ de bataille, mais nos troupes, elles n'ont mené jusqu'à présent, à part peut-être des exceptions comme la bataille de Mossoul, elles n'ont mené que des guerres de basse intensité, enfin en tout cas des guerres asymétriques contre des guérillas, contre des ennemis qui se dérobent, qui tentent des embuscades. Là, on n'est pas du tout dans cette configuration-là. Et la question, c'est, voilà, sommes-nous capables aujourd'hui, les Américains compris, de mener ce type de guerre? Voilà, ça c'était la question finale que je souhaitais vous poser à tous les deux. Éric de Nessé, je me retourne vers vous. On veut nous emmener dans cette guerre, visiblement. Enfin, en tout cas, c'est le ton qui est porté. Mais a-t-on seulement les moyens de cette guerre? A-t-on seulement la possibilité de tenir dans ce genre de front? Éric de Nessé. Et puis, je rajoute tout de suite une question, comme ça vous pourrez répondre aux deux. Puisqu'on voit que les Américains sont finalement pas si velléitaires que ça aujourd'hui, finalement, sans le carburant américain, a-t-on seulement les moyens d'aller sur ce front? Alors oui, d'abord vous avez raison. On a l'impression de relire le Matamor de Corneille quand on voit le discours d'Emmanuel Macron et des dirigeants européens vis-à-vis de la Russie et l'envoi de troupes. Régis Le Sommier a totalement raison. Nous avons une armée qui est faite pour les combats asymétriques, pour les combats de faible intensité en Afrique. Les effectifs ont considérablement réduit depuis la fin de la guerre froide. Et alors je ne parle même pas depuis la fin de la guerre d'Algérie où nous avions plus de 750 000 hommes dans notre armée. Donc nous avons une armée à la fois expéditionnaire et échantillonnaire qui est aujourd'hui, en dépit de la qualité des femmes et des hommes qui s'y trouvent, incapable de mener un conflit sérieux, tant sur le plan matériel que sur le plan de l'expérience tactique, contre l'armée russe dans un combat de haute intensité. Donc déjà, il faut pas rêver, et je dirais que c'est très intéressant cette guerre parce qu'elle nous amène aussi à reprendre conscience de toutes nos lacunes et bien sûr des mesures à prendre pour y remédier parce que je ne crains pas, en raison du fait que nous ayons une dissuasion nucléaire, que la France soit jamais engagée dans un conflit de haute intensité, parce que c'est pour ça que nous disposons de l'arme nucléaire. Par contre, vous dire que nous allons être engagés en Europe de l'Est sur les frontières de l'Ukraine et de la Russie, bien sûr, est totalement irréaliste sur le plan opérationnel comme sur le plan matériel. Mais d'ailleurs, Vladimir Poutine aussi a rappelé dans un discours de 2022 qu'il détenait une superpuissance nucléaire et que finalement, à quel jeu voulons-nous vraiment jouer? C'est vrai que aujourd'hui, quand on rappelle aussi notre puissance à nous, on se demande en fait à quoi ça sert de toute cette gesticulation macroniste. Cette gesticulation, elle sert, on l'a expliqué tout à l'heure, à affirmer un côté alpha mâle du président, et c'est moi qui commande, etc. Mais le problème auquel, à mon avis, on est confronté, le problème principal, c'est quelle forme peut prendre, quelle forme, je dirais, accentuée peut prendre notre participation à l'effort de guerre ukrainien jusqu'à ne pas risquer la co-belligérance. Là, on est, quand j'entendais comment Sébastien Lecornu, le ministre de la Défense l'autre jour, expliquait que des avions français en mer Noire avaient été menacés par des avions russes. Bah oui, mais enfin, on donne des missiles Scalp aux Ukrainiens. On envoie des formateurs. Donc, quelque part, que nos avions ne soient pas les bienvenus en mer Noire. Encore faut-il déterminer pourquoi ils sont en mer Noire et qu'est-ce qu'ils y font. Mais enfin, on participe. Donc, on frise à chaque fois. On frôle justement cette co-belligérance. Et là, notre problème, il est là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour aider les Ukrainiens actuellement dans le fait... il faut que les Ukrainiens retrouvent des capacités défensives et il y a quand même des petits problèmes de ce côté-là, d'où le risque que le front s'effondre à un moment où il y ait une percée russe. Ça, c'est tout à fait possible. Mais même si cette percée se poursuit, si les Russes avancent vers Kharkov après avoir repris peut-être Sloviansk, Kramatorsk, qui sont les dernières villes contrôlées par les Ukrainiens dans le Donbass, ou alors ils effectuent une percée dans ce qu'on appelle la trouée de Zaporozhye au sud, c'est-à-dire à l'inverse, c'est-à-dire là où les Ukrainiens ont pris des territoires l'été dernier du côté de Robotine, les Russes peuvent
à nouveau percer de ce côté-là. Voilà, on ne sait pas ce qui va se passer, mais il y a une possibilité. Et je pense que d'ailleurs, une partie de cette montée en puissance de la rhétorique guerrière est liée à une forme de fébrilité et une prise de conscience que les choses ne vont pas bien du tout pour les Ukrainiens actuellement. Elles ne vont pas bien du tout. Ce seraient les derniers soubresauts d'une bête en fait acculée. Je dirais qu'il n'y a pas d'effondrement encore, mais on le voit, même le président Zelensky l'a reconnu, que la situation militaire est critique. Le réservoir d'hommes, il n'y a pas de réserve du côté ukrainien, alors que chez les Russes, il y en a. Et ça, c'est des paramètres dont on aurait pu se rendre compte avant, quand cette guerre a commencé. Écoutez les bons analyses, par exemple. Non, mais il suffisait de comparer aujourd'hui officiellement 40 millions d'Ukrainiens d'un côté, 140 millions de Russes de l'autre. Il y a un problème de masse critique. Et dès le départ, les Ukrainiens avaient très peu de chances de l'emporter. Je pense qu'on s'est laissé un peu auto-intoxiquer. On s'est aussi laissé intoxiquer par les Ukrainiens qui ont dit oui, vous inquiétez pas, vous allez voir, on a repris l'est de Kharkov, on a chassé les Russes de Kherson. En fait, on n'a pas chassé les Russes de Kherson. C'est eux qui se sont repliés de l'autre côté du Dniepr et qui ont fait cette formidable ligne de défense, je dirais une ligne inspirée de leur doctrine militaire qui remonte à la Seconde Guerre mondiale avec... actuellement, je vais vous dire, l'armée ukrainienne est exactement dans une guerre de recul défensif, un peu à la manière des troupes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on sait que pour les Allemands, ça s'est pas très bien terminé. Bon, écoutez, à suivre. En tout cas, merci beaucoup à vous deux sur cette guerre que certains veulent à tout prix. Merci. Donc, Régis Le Sommier, et je rappelle, rappelez-moi, non, parce que je me rappelle. Le choc, c'est ça, le choc des mondes ou Non, la guerre des mondes. La guerre on a des repris ce titre. Et oui, la guerre des mondes. Aussi, je voulais signaler notre documentaire, La ligne de feu, justement sur le front de Bakhmout, tourné il y a un mois et qui vous plongera dans la réalité de la guerre en hiver. Voilà. Merci, oui, mais très très beau documentaire. Merci beaucoup Régis Le Sommier. Éric de Nessé, si vous voulez bien, vous restez avec nous puisque vous êtes également